Wesh alors. Maintenant, je vais vous accueillir comme ça à chaque fois. Vous allez dire, mais elle a 16 ans et demi ou quoi. Enfin bon, je rigole. J'espère que vous allez bien. Merci encore d'être de retour sur ce podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Book Club. Faut que je trouve un générique pour ça, en fait. Voilà. Encore une fois, un épisode plutôt court parce que, comme je vous ai dit, ma voix en ce moment c'est très compliqué. Donc voilà, je peux pas, je peux pas tout vous donner de moi. Voilà, il faut que je préserve un peu de moi pour moi-même. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon Substack, tellmlorraine.substack.com. Et bien sûr, la newsletter s'appelle Lorraine Radio. Donc vous y trouverez beaucoup d'écrits. En fait, je pense pas que quelqu'un me suit depuis assez longtemps de mes jours de blogueuse, là, parce que j'ai blogué. J'ai blogué pendant vraiment longtemps. Mais sur différentes plateformes, en fait, c'est ça le problème. Mais à la base, moi, mon premier amour, c'est l'écriture. J'écris énormément et en fait, des fois... tout passe pas dans le podcast et en fait j'ai envie de reprendre la discipline de l'écriture, c'est-à-dire d'être constante dans cette écriture et du coup je fais beaucoup plus de lecture. Je lisais déjà avant mais là c'est vraiment intentionnel et passer moins de temps sur les réseaux aussi, ce qui est pas aussi compliqué que ce que je pensais parce que c'est souvent iteration comme on dit en anglais, des mêmes choses que je vois. Du coup, j'ai trouvé le Booktube, que je connaissais déjà bien sûr, mais je me suis remis dedans à fond. Et du coup, j'ai pris des recommandations, chose que je ne fais jamais. J'en donne, mais je ne prends pas de recommandations. C'est rare. Et malheureusement, il y en a une en particulier qui m'a particulièrement tendue. Voilà, je vous dis la vérité. Et en vrai, je vais en parler sur mon Substack parce que ça va être un peu trop graphique en termes de comment je vais m'exprimer et de ce qui se passe dedans aussi, pour être honnête. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe du côté de cette newsletter. N'hésitez pas à me soutenir si vous le souhaitez, bien sûr. Par où commencer ? Eh bien, commençons par là. Luster de Raven Leilani. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce bouquin. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin. Je ne sais pas si vous êtes du genre, si vous êtes l'audience tranche de vie, voilà. Vous savez, il y a un genre littéraire, c'est de la fiction, mais qui raconte la vie, en fait. C'est un peu, vous voyez, la littérature de Clarice Lispector, j'ai même pas envie de dire Chimamanda, en vrai, parce que elle, c'est assez ancré dans l'histoire, même si c'est l'histoire très moderne, même si... Vraiment, quand je dis tranche de vie, je veux dire... on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est super bien écrit. Voilà, ce genre de bouquin. Et bien, Luster, on est en plein dedans. Et je vais vous dire mes attentes, parce que la couverture, en fait, c'est la bouche d'une femme noire. Je crois que les lèvres sont rouges orangées. Carmino, du coup, Carmin, je sais pas. Et puis, il y a écrit Luster en orange, comme ça. Et j'étais là, des peaux qui se touchent, la sueur salée. Enfin voilà, je m'étais fait tout un délire dans ma tête là. Et j'étais un peu genre impressée quoi. Parce que c'est des thèmes que j'adore. Hein. Pour celles et ceux qui ont écouté mon EP, c'est le nom d'une des chansons. Hein. La dernière chanson s'appelle Lust. Donc j'étais hyper pressée. Et c'est rare, le R de Edith Piaf là, rare que j'ai des attentes sur les bouquins. C'est rare. Et là, j'en avais. Et j'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Alors, beaucoup de choses à dire, mais je dois le faire en très peu de temps. Luster, je répète, je pensais que ça allait être pas forcément une histoire d'amour, mais au moins une histoire de lust, de luxure, c'est-à-dire... you know what I mean. Non, en fait, c'est vrai. Enfin, je pensais que ça allait être des histoires de coucherie, quoi. Je vais pas vous mentir. Et puis même pas forcément, pas uniquement ça, mais raconter de manière poétique, en fait. Raconter de manière hyper romancée, raconter ancrée dans notre époque contemporaine. Et il y a un peu de ça dedans, hein, mais il y a beaucoup
beaucoup de... Il est hors de question que je continue à lire ce bouquin, en fait. Il y a beaucoup de ça aussi. Et malheureusement, je trouve que... Je vais m'écarter du sujet de Luster, vous me connaissez, digression, pour parler de la littérature contemporaine noire en général, et vous dire un truc. C'est moi où j'ai l'impression qu'il y a des techniques marketing qui sont mises en place pour nous targeter, nous cibler en français, excusez-moi, on n'est pas en start-up, en tant qu'autrice, lectrice, excusez-moi, et autrice pour certaines, de romans écrits par des femmes noires. Il y a des techniques marketing pour nous targeter, pour nous cibler. Alors qu'en fait, le bouquin... Alors qu'en fait, le contenu il n'est pas forcément aligné avec nous, mais au niveau des valeurs et même politiquement, en fait. Dans le sens où je trouve qu'il y a des techniques pour induire en erreur et pousser à la consommation, à l'achat de certains bouquins. Et c'est difficile pour moi de le dire parce qu'il y a eu dernièrement pas mal d'exemples. Et j'en parlerai sur mon Substack. Et en fait... je me suis posé la question à quel point on est des... en anglais, on dit cash grab. C'est-à-dire qu'on est un peu comme des poissons, voilà, on a du pouvoir économique et on dépense facilement dans la beauté et la culture. Concernant la beauté, bon, c'est un tout autre pan que j'aborderai à un moment donné. Mais concernant la culture, il y a eu cet exemple-là avec un autre bouquin où il se passe un peu la même chose que dans Luster. Et si vous êtes un peu dans la sphère, j'allais dire bouquino digital, bah vous savez de quel bouquin je parle, c'est-à-dire que la couverture nous dit « Mon audience, c'est les femmes noires ». Voilà. La couverture nous dit « Mon audience, c'est les femmes noires ». Et où le titre nous dit « Mon audience, c'est les femmes noires ». Bien sûr, je veux dire, on n'est pas toutes pareilles, on est toutes différentes, on a des valeurs différentes, des visions politiques différentes, on évolue de manière différente, granted. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que des fois, on veut targeter ce profil particulier là de lectrice, mais on va faire en sorte d'englober tout le monde et ça va arriver à sa niche à un moment donné. Et nous, on aura fait nos thunes ou alors on aura fait notre marketing. Pas sur le sujet de la romance, mais sur un tout autre thème et genre, l'afro-fantasy. J'en avais déjà parlé dans l'ancien podcast de Why, où j'avais dit, il me semble, ou peut-être pas, ils ont marketé un bouquin comme le Black Lives Matter de l'afro-fantasy. Alors déjà à l'époque, j'avais trouvé ça très douteux. Mais maintenant, je suis encore plus sceptique de la personne qui a eu l'idée d'écrire ça en gros, en gras, en bold, en italique, italicize, comment on dit en anglais, sur Amazon en fait. Genre, ça me donne pas envie d'acheter le bouquin. Comment est-ce qu'on peut croire que utiliser le Black Lives Matter... Ça me rappelle quand j'étais en Colombie, je vous raconterai ce voyage d'ailleurs, pour nous inciter à dépenser avec elle, quoi. Les palenqueras, elles disent « Mi familia, Black Lives Matter, mi familia ». Et les palenqueras, c'est les femmes qui sont habillées, vous savez, en tenue traditionnelle colorée avec qui on prend des photos, qui dansent dans les rues de Cartagena, à Carthagène. Et voilà, c'est ce qu'elles disent, quoi, Black Lives Matter. Yes, indeed, Black Lives Matter, like, it's true, like, I do agree, but, like, as a marketing tool, like, it's interesting. En anglais, on dit pandering. Mais bon. Et là, en fait, je l'ai lu, le bouquin en question qui était marketé comme le Black Lives Matter de l'Afro-Fantasy, et ça n'a rien à voir avec Black Lives Matter, le mouvement. Et puis, il n'y a pas une once de militantisme dedans. Par contre, il y a une histoire de lutte des classes, ouais. Alors, à ce moment-là, je me demande, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'afro-marxisme, de l'afro-fantasy? Je rigole, mais est-ce qu'on oserait dire ça, en fait, pour marketer un bouquin? C'est pas vrai. C'est incroyable, je trouve.
Je ne dis pas que le marxisme est aligné avec Black Lives Matter, qu'on s'entende bien. Mais en termes de théorie politique et de mouvement politique, je pense pas qu'on dirait, je sais pas, le, la référence communiste du genre afro-horreur, afro-gothique. C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Mais bon, le bouquin en question, je l'ai lu, ça n'a rien à voir avec Black Lives Matter, c'est pas ça qui m'avait poussé à acheter. Le seul truc qui m'a poussé à acheter, c'est que c'était dans le genre afro-fantasy. C'est tout. Bref, apparemment le film devrait sortir, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Pareil, pour tous ces autres bouquins-là, Luster, Queenie, tous ces autres bouquins-là, il y a un genre particulier de lectrices qu'ils essayent de viser. Et, bien sûr, ils peuvent pas dire ça ouvertement. Pas forcément des lectrices noires, hein, voilà, n'importe qui peut lire n'importe quel bouquin, hein, enfin voilà. Hein, mais en fait, je vais pas vous mentir, le bouquin, il y a des passages qui sont très bien écrits, et moi j'appelle ça du pop writing, c'est-à-dire que c'est de l'écriture très culture populaire, et qu'on se comprenne bien. Quand je dis culture populaire, je veux pas dire comment il s'appelle, c'est pas Émile Zola et les Rougon-Macquart, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est dans le sens où c'est la culture du moment. C'est écrit avec plein de références digitales, plein de références pop culture, plein de références actuelles, et c'est écrit, il y a du rythme en fait, c'est écrit de manière très rythmée, avec des hyphens, comme on dit, avec des tirets, avec des virgules, avec des... Vous voyez ce que je fais tout le temps dans le podcast en fait, où je mets des adjectifs et je mets « o » à la fin, et puis je mets un tiret après, et puis j'invente des mots, et puis je fais des références des années 2000, des références actuelles, et je passe d'une époque à l'autre, d'un délire niche à un autre. Si j'écrirais comme ça. Hein. Si j'écrirais comme ça. Même si je vais pas vous mentir, j'ai différents niveaux d'écriture, donc selon ce que j'écris, ce que vous pouvez découvrir sur mon Substack, bah vous verrez que oui, je vois très bien. C'est pour moi la manière dont elle écrit, ça me rappelle l'époque des blogs, j'écrivais comme ça. Et ça m'a pas dérangé parce que j'aime bien cette technique d'écriture. Et je vais vous dire aussi, dans Luster, en fait, je vais pas vous mentir, j'avais l'impression de regarder un film. Donc, même si ça m'énervait énormément, j'avais quand même envie de finir parce que t'as quand même l'impression d'être dans la petite vie secrète d'un personnage hyper chaotique. Eddie, qui est le personnage principal, elle est hyper chaotique. Elle est dans tous les sens, elle fait n'importe quoi, elle est très 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 pauvre, elle vient d'une lignée de gens qui ont vécu des choses très très difficiles à New York, hein, ça se passe à New York. Et she's the office hoe, comme elle dit elle-même. Donc, ok, donc jusque-là, ok, cool, qu'est-ce qu'elle va nous raconter comme histoire. Mais malheureusement, là où moi, le bouquin, qui est un New York Times best-seller, je tiens à le dire, où il a raté un truc, en fait, c'est que... Oh là là. Par recommencer. On dirait l'autrice qui, ressemble à moi ou à vous qui écoutez, braids, like mocha skin, mocha as in like mocha color skin, une meuf qui a l'air tout à fait sympathique. Je me demande si elle a pas voulu juste écrire son histoire, juste écrire une histoire, et qu'à un moment, un éditeur, someone, lui a dit, rajoute ça, mets un petit, et puis ça, comme pour être sûr qu'il y ait des aspects encore plus choquants les uns après les autres et les uns après les autres. Et tout ce bouquin, c'est ça, alors que ça aurait pu être une intrigue un peu délirante de base, en fait. Parce que l'histoire, en fait, c'est qu'elle se retrouve... c'est là que le thé devient très chaud, dans la famille du bonhomme avec qui elle couche, qui s'avère avoir une fille adoptée noire, quoi. Il est marié. Sa femme est au courant. Voilà, je vous laisse là-dessus. Donc oui, le postulat de base est intéressant, mais l'exécution est assez particulière, en fait. C'est-à-dire que, concernant la forme, comme je vous ai dit,
plutôt intéressant, c'est bien écrit, la stylistique est intéressante, c'est vraiment, moi j'appelle ça du pop writing, influencé par du jazz writing, voilà, là on écrit rapidement, avec plein de virgules, plein d'adjectifs, plein de références, voilà, mais genre je me demande encore quel était le but de cette histoire, quoi. Et granted, des fois, il devrait pas y avoir un but à une histoire, mais je vous le dis, en parallèle, je lisais Toni Morrison, et je peux vous dire que je savais où est-ce que Toni Morrison, elle allait. Alors que là, non. Pour finir sur cette digression que j'ai ramenée dans le sujet principal au final, arrêtez en fait de marketer des bouquins qui sont clairement pas pour les femmes noires en direction des femmes noires, en fait. Arrêtez. Toute la critique que j'ai lue de ce bouquin, c'est incroyable. Faut absolument que vous le lisiez. Oh là là, l'histoire est magnifique. Oh là là, ça vous prend aux tripes. Le nombre de vidéos que j'ai vues de gens qui disaient ça. Et j'ai dû à un moment me demander est-ce qu'on insulte mon intelligence, parce que j'ai pas vraiment aimé en fait ce bouquin. Je donne beaucoup de crédit à l'autrice et j'essaie de nuancer mes propos, mais est-ce que je suis bête et c'est moi qui comprends pas, ou... Enfin, je vous dis, en toute honnêteté, je me suis sincèrement posé la question, est-ce que c'est moi qui suis bête et je comprends pas le bouquin et que je comprends pas toute la... Jusqu'à ce que je me rende compte que la plupart, en fait, des gens qui ont adoré ce bouquin ne sont pas des femmes noires. Et je suis tombée sur une youtubeuse hyper niche qui a parlé du bouquin et qui a dit tout ce que j'avais dans la tête. Et j'ai dit, voilà, en fait, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. Ceci dit, maintenant... je répète, je vous laisse découvrir le bouquin, parce que si je vous dis tout maintenant, vous n'aurez pas la curiosité d'aller le lire et le détester comme moi. Et je vous ferai un podcast assez drôle dessus d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être présenté, donc les femmes noires, de manière magnifique et ethereal, comme on dit en anglais, de manière angélique comme ça dans les bouquins. C'est pas du tout ce que je dis. L'histoire que tu écris, elle t'appartient, et puis le personnage que tu décris, tu le crées, et s'il est chaotique, et s'il est pauvre et miséreux et misérable et qu'il fait des conneries dans sa vie, si ça ressemble à la vie, oui, je veux dire, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais par contre, le nombre de tropes racistes qu'il y avait dans ce bouquin, j'ai dû sincèrement me dire, mais c'est fait exprès ou... Et je pense que oui, c'est fait exprès. Et autant j'ai souri quand elle parle de faire des Senegalese twists, donc des vanilles, qu'elle parle de quand on te met du gel quand on te coiffe, etc. C'est vrai que c'est une expérience qui est très universelle des femmes noires qui font des tresses. Ça, c'est cool. Mais je me serais bien passé de moments où j'avais l'impression que le personnage principal jouait un peu le rôle de la mamie, pour citer l'imaginaire américain. Et pour le coup, c'est une américaine qui a écrit ça. Et jusqu'à aujourd'hui, je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle a inclus une partie de l'intrigue comme ça, en fait, en sachant qu'on est en 2025. Ce bouquin a été écrit en 2020. Je veux dire, de lire ça dans Autant en emporte le vent, je veux bien. Je veux bien, mais aujourd'hui, je vois pas l'intérêt, à part pour dire que, regardez comment rien n'a changé. Oui, mais là, t'as décidé toute seule, Margot, de te mettre dans cette situation. Personne t'a forcé. Et c'est la partie avec laquelle j'ai du mal, en fait. C'est que, dans le bouquin... Enfin, non mais, en fait, je suis en train de repenser à des scènes, je suis en train de m'énerver. Dans le bouquin, il y a quand même un moment où elle a une relation avec quelqu'un qui l'appelle le N-word. Et ça arrive à 2 reprises. Et est-ce que le but, c'est de nous dire, regardez, même quand on a des relations interraciales, voilà comment on est traité? Ou est-ce que c'est de dire qu'elle a tellement une mauvaise estime d'elle-même qu'elle préfère accepter ça? Et dans les 2 cas, pourquoi est-ce que du coup les gens, en lisant ça, se sont dit j'adore ce bouquin, New York Times best-seller, en fait. C'est-à-dire que, mine de rien, je pense que c'est en train de se transformer en plaidoyer, mais je pense qu'on a quand même toujours besoin de représentation positive, et pas positive dans le sens où le personnage est parfait, le personnage est fort, pas dans ce sens-là. Elle a le droit d'être chaotique, mais qu'il y ait un large nombre de personnes qui aient lu ça et qui se disent « Waouh, c'est incroyable !» alors que, objectivement, c'est juste un bouquin. Je peux pas dire que c'est un bon bouquin, c'est faux. Mais je peux pas dire que c'est nul non plus, parce que c'est très bien écrit. Mais c'est comme si ça avait été écrit pour la télé, en fait. Et je me suis dit, c'est des scènes que je vois bien
vous savez, des fois, Siri m'écoute, donc tout ce que je racontais là, il me dit qu'il va me trouver un bon bouquin. Merci Siri, mais c'est pas vrai, en fait. Enfin bon. Je pense qu'il nous faut quand même encore des représentations, je répète, positives. C'est-à-dire que ce personnage peut être chaotique. Je veux dire, on en connaît des gens chaotiques. Blink blink. Mais on en connaît des gens chaotiques. Et puis je pense que quand tu lis un bouquin, il y a un peu ce truc de voyeurisme, en fait. C'est un personnage fictionnel, donc du coup, par exemple, dans le bouquin, voilà, elle dort avec des cafards, elle dort avec des rats, c'est une meuf un peu chelou, ok, cool, quoi. Mais ça me dérange quand même profondément que... Il faut que je retrouve, parenthèse, mais il faut que je retrouve la liste. J'ai fait une liste de bouquins hyper sous le radar, hyper niche, écrits par des auteurs noirs que j'aimerais lire. Et il y en a un, c'est un bouquin de science-fiction qui a l'air juste ouf. L'autrice est Inconnue au bataillon. Le bouquin Inconnu au bataillon. Et c'est même pas je suis sûr, je le sais. Il n'y a pas de récompense particulière, c'est pas sur le New York Times best-seller, et ça n'a pas été couvert par des youtubeurs. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir que des histoires comme ça pour que ce soit, pour qu'on soit plus ou moins pris au sérieux? Conversation que j'ai eue d'ailleurs avec une amie, et c'est la conversation qu'il y a dans American Fiction, en fait. Le film qui a reçu, je crois que ça a reçu l'Oscar du meilleur scénario, il me semble, je me rappelle plus très bien. C'est sur Amazon, allez le voir, il est assez intéressant, il y a Issa Rae dedans d'ailleurs. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même dommage que régulièrement, il faille écrire des histoires très orientées, soit très tristes, et j'ai envie d'éviter d'utiliser le terme misérabiliste, mais voilà, hein, et ou victimaire, et encore un terme que j'avais pas envie d'utiliser, mais nous y sommes. Et en fait, c'est assez fatigant, je trouve. Pour enchaîner, parce que je vais faire un épisode dédié là-dessus que je vais mettre sur mon Substack. Là, c'est des plugs très volontaires. Hein. Toni Morrison, j'ai lu The Bluest Eye. Et bien sûr, je connaissais l'histoire. De toute façon, toutes ses œuvres sont très connues. Il y a plein de passages partout, tout le temps. Et j'avais lu plein de passages de plein de ses bouquins à plein d'occasions différentes, mais je ne m'étais jamais réellement posée pour bien lire. Et typiquement, par exemple, la différence fondamentale, c'est que on dirait presque une exploration sociologique dans The Bluest Eye des différents mouvements migratoires des Afro-Américains au sein des États-Unis, et aussi de leur histoire si particulière, hein, depuis de Civil War, quoi. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que non seulement c'est magnifiquement écrit, hein, je pense que j'ai pas besoin de vous dire ça, mais en plus il y a des passages où vraiment on sent l'exploration sociologique, en fait, et une compréhension fondamentale de la nature humaine dans son essence, quoi. Il y a un passage qui m'a fait pouffer de rire, c'est quand elle parle de cette femme qui déjà elle décrit exactement son teint. Pour rappel, l'histoire de The Bluest Eye, c'est l'histoire d'une petite fille noire, dark skin, qui aimerait avoir les yeux bleus. Et en fait, apparemment, Toni Morrison, quand elle était plus jeune, elle était à l'école, et une de ses camarades de classe aurait dit ça, et que déjà en étant très jeune, elle a dit que ça lui paraissait fou, en fait, comment ça, une fille noire qui veut les yeux bleus, que c'est dans la préface du bouquin, quoi. Elle dit ça m'horrifiait, ce n'est pas ça mon idée de la beauté noire. Et j'ai beaucoup de pensées, hein, sur ça, parce que moi j'ai grandi dans une ville où il y avait un boug qui était noir dark skin avec les yeux bleus, et toute sa famille est comme ça et tout le monde les connaît, et puis je sais... En fait c'est marrant parce qu'ils sont tellement connus que une fois j'étais avec quelqu'un qui est pas de la même ville, et quand j'ai cité la personne sans connaître son nom, oui, si, je vois qui c'est, moi je le voyais, je me disais, mais c'est quoi ce boug, il met des lentilles, et voilà, en fait. Et j'ai jamais cherché à savoir plus loin, et c'est pas des lentilles, c'est naturel, mais j'ai jamais cherché à savoir plus loin pourquoi, comment,
bah écoute, oui, enfin, il y a plein de gens ont des yeux bleus, pourquoi est-ce que des personnes dark skin ne pourraient pas avoir les yeux bleus, verts, noisettes, j'en sais rien en fait. Je me pose pas plus de questions que ça. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que Toni Morrison n'est pas exactement dark skin en fait. Pas comprendre à l'âge qu'elle avait, bah forcément je comprends, vu qu'elle était très jeune. De se dire que bah, c'est antithétique à la beauté noire, bon, c'est assez particulier comme propos, mais c'est assez intéressant. Mais surtout, de faire l'effort d'explorer ce sujet dans ce bouquin, ouais, ok, why not. Mais ce qui m'a fait de la peine pour le personnage principal, Penola, elle s'appelle, oh, c'est que, et c'est les parties qui étaient difficiles à lire, c'est que elle, elle, c'était une très petite fille qui vivait beaucoup d'affronts à cause de ça. Sa mère aussi a vécu beaucoup d'affronts à cause de ça, donc de la couleur de leur peau. Et donc je vous disais, mon passage préféré, c'est quand à un moment elle décrit une femme qui est d'une classe un peu plus haute que celle de Penola et le reste des personnages du bouquin. C'est-à-dire que c'est classe moyenne un peu plus aisée, elle vient d'un autre état, et elle décrit exactement son teint, c'est-à-dire que c'est pas une fille light skin, mais c'est pas une fille dark skin non plus, donc elle doit être brown skin on the lighter side, si vous voyez ce que je veux dire. Certaines teintes, les teintes un peu plus claires Fenty, là, et qu'elle décrit, en fait, mais vraiment au détail près, sa vie de femme, sa vie sexuelle de femme, sa vie sociale de femme, et qu'elle raconte même comment elle s'habille et comment elle relationne avec les gens autour d'elle, et que même elle, dans son essence, elle est très coloriste, parce qu'il y a une scène assez choquante à la fin du chapitre où elle appelle Penola a Black Bee, et je vais pas en dire plus parce que je suis sur YouTube aussi, donc Bee, B-I-T-C-H quoi. Et en sachant que c'est une jeune fille, hein, c'est au collège que ça se passe tout ça, ça m'a un peu genre oula, je lisais ça avant de dormir, donc j'ai fermé mon bouquin. Et oui, je pense que tout le truc de l'écriture de Toni Morrison, c'est que c'est très gripping, c'est très graphique, c'est très, enfin on le sait quoi. Il y a un personnage qu'elle décrit, c'est un personnage qui est plus ou moins en surpoids, mais il faut voir comment elle décrit ce personnage quoi. Des adjectifs très particuliers pour décrire ce personnage qui est censé nous provoquer du dégoût. Et parallèlement, dans une scène différente, le même personnage est décrit de manière différente par la petite fille en question, en mode bon bah elle c'est une petite fille noire dark skin, bon ce personnage c'est une femme d'un certain âge en surpoids et qui est très pauvre, et il me semble que c'est une prostituée, bon bah elles sont ensemble quoi, voilà, elles reconnaissent leur humanité entre elles. Et ah là là, en fait je pense que si j'avais lu ça il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, j'aurais juste pu me dire ah waouh c'est magnifique, c'est bien écrit, c'est oh là là, et puis les histoires, et puis mais maintenant que bah j'essaye activement de, j'ai pas envie de dire déconstruire, mais presque en fait, ma littérature ou ce que je lis ou la manière dont je reçois les choses, bah c'est vrai que je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant que d'autres personnes qui sont pas du même niveau social que Penola ou même cette femme prostituée voient leur humanité en fait. Et ça m'a pas mal dérangé. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas mal dérangé. Mais je comprends aussi le propos de l'autrice de dire bah il y a que les miséreux qui voient leur humanité entre eux. Et pour en revenir à Luster, j'ai l'impression que le problème il est là en fait. C'est que c'est difficile de lire. C'est difficile de lire un bouquin, aussi fictionnel soit-il, surtout quand c'est des bouquins, comme je vous ai dit, dans le délire tranche de vie, et le déconnecter de son humanité et surtout de son expérience humaine, en fait. Me dire qu'il y a des milliers de gens qui ont lu Luster avec tout ce qu'il y a écrit dedans, et il y a un tas, hein, en sachant, bien sûr, que c'est une fiction, et qui ont adoré le bouquin, ben, je ne peux que me rendre à l'évidence du fait que c'est parce qu'ils sont pas noirs qu'ils ont adoré le bouquin. Parce que après s'il y a des noirs qui ont aimé le bouquin, ils ont qu'à se révéler, hein, mais je les ai pas trouvés pour l'instant, surtout en tant que femme. Et en sachant aussi que j'ai bien conscience que les expériences décrites dans Luster et dans The Blue West Eye de Toni Morrison
sont des expériences de vie aussi. Enfin, je veux dire, voilà, on a tous, plus ou moins, selon qui on est, été victimes de racisme, de colorisme, euh, et de grossophobie, etc. etc. Voilà, j'en ai bien conscience. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que on est obligé de continuer à consommer que ça, en sachant que on vit déjà nos traumatismes dans la vie, en fait. Je veux dire, je vais vous raconter un truc bête, mais une fois, j'étais à la piscine, voilà, parce que j'ai fait de la natation quand j'étais petite. Et en fait, je crois que je voulais aller uriner, et j'ai fait ce que j'avais à faire, et j'essaie de tirer la chasse. Et ils ont coupé l'arrivée d'eau. Donc forcément, voilà. Hein. Donc je sors, et puis voilà, j'avais 10-11 ans, et la dame qui... je sais même plus trop c'était quoi son rôle, je sais pas si c'était la secrétaire à l'accueil, je sais pas trop, hein. En tout cas elle faisait pas le ménage. Elle veut aller aux toilettes, elle passe derrière moi. Donc elle dit, elle me crie, tu vois, la chasse d'eau Et j'ai même pas le temps d'ouvrir la bouche, et j'étais très 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 timide à l'époque, qu'elle me dit, c'est toujours vous qui faites ça, c'est vous et personne d'autre, je m'en rappelle encore, c'est vous qui laissez les choses dans cet état, c'est vous qui... Et elle a vraiment un vomi de haine. Un vomi de haine sur une chasse d'eau qui ne fonctionne pas. Donc, forcément, je me reçois ça et je comprends très bien ce qu'elle veut dire. Et je lui dis juste, désolée, la chasse d'eau, elle marche pas. Elle a dit, ah. Puis elle a changé de toilette et c'est tout. Là, je vous le raconte. En rapport avec ce que je veux vous dire sur les autres bouquins. Est-ce que je vais écrire un bouquin et je vais vous dire ça dedans en sachant que de toute façon, si vous êtes mon audience, on a tous des expériences du racisme, en fait. Tout comme j'imagine que y a des gens qui ont des expériences de relations sexuelles où on t'a sorti le N-word. Enfin voilà, en fait. Je dis pas que c'est parce qu'on le vit dans la vie qu'il faut pas que ce soit raconté. Mais est-ce que j'ai envie de savoir que potentiellement des gens fantasment une vie sexuelle d'une femme noire et que peut-être potentiellement... Oh là là. C'est-à-dire que c'est même pas la partie qui me dérange le plus, en fait. C'est plus le fait que... là, je vous dis, hein, j'ai enchaîné. J'ai lu Luster, donc je vous ai dit. J'ai lu Toni Morrison. Voilà, hein, vous connaissez, je vous ai raconté l'histoire. C'est assez terrible, mais je vous le recommande parce que c'est vraiment bien écrit, pour le coup. Et puis ensuite, j'ai lu un bouquin de Otafe Otagun qui s'appelle Wake Me Up When I'm Gone. Je trouvais que ça faisait très titre de chanson, là. J'ai un truc comme ça, voilà. Et la couverture, c'était marrant parce que c'était aux couleurs du drapeau ghanéen. Et de manière assez intéressante, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je l'ai pris un peu au hasard. Et en fait, ça fait très Things Fall Apart, donc Et tout s'effondre de Chinua Achebe. Mais une version, au champ le pouce. Une version Leclerc, voilà. C'est-à-dire que ça se veut ça, mais ce n'est pas ça. Mais c'est quand même intéressant. C'est vraiment, pour le coup, très intéressant. C'est dans un petit village rural, c'est une femme qui perd son mari, donc elle se retrouve à être une veuve, et elle élève son fils seule, et le chef du village insiste pour qu'elle se marie avec lui, car c'est la femme la plus belle du village. Et de manière assez intéressante, pareil, je ne savais pas où est-ce que ce bouquin allait, en fait. Je l'ai lu, je l'ai pris un peu au hasard. Et en fait, au fur et à mesure de ma lecture, je me rends compte que c'est pour nous parler de leurs traditions, de leurs rites, de choses qui se passent. Et en fait, j'avais juste l'impression de lire, je répète, Chinua Achebe et tout s'effondre. Mais une version... C'est ça qui m'a dérangé, c'est que as a standalone, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même, elle est bien, ça fait passer le temps, c'est une bonne histoire. Mais c'est impossible de lire une histoire dans un village africain où se rencontre une opposition entre les religions traditionnelles et la nouvelle foi qui arrive dans le village, le christianisme, et ne pas penser à Chinua Achebe et tout s'effondre. C'est impossible. C'est impossible. Ce bouquin, il m'a fait pleurer parce qu'il y avait un concentré de... Effectivement, tout s'effondre. Il y a un concentré de choses qui se passent dans ce bouquin qui font que
ça fait vraiment beaucoup une bulle émotionnelle et qui explose à la fin. C'est comme quand j'ai lu Homegoing, enfin c'est pareil, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'était majestueux. Alors que là, c'était très... bon bah voilà, elle perd son mari, il se passe ça. Bon bah voilà, le chef du village, il veut ça. Bon bah voilà, le marché, elle travaille au marché, elle y travaille plus. Une succession en fait d'événements et il n'y avait pas vraiment de fil conducteur en fait. Et ça m'a un peu dérangé, en sachant qu'au passage, on nous parle de la vie commerçante locale, de l'arrivée des personnes qui veulent prêcher le christianisme, des traditions locales qui sont pas... Enfin, exactement comme dans Tout s'effondre. Et du coup, ça m'a bloqué dans ma lecture. Je me suis dit, si j'avais lu ça avant Et Tout s'effondre de Chinua Achebe, bah j'aurais dit oui, ok, non, c'est sympathique, ok. Mais ensuite, de toute façon, même si j'avais lu Et Tout s'effondre après, c'est pas écrit de manière aussi majestueuse. Mais c'est quand même un bon bouquin. De la liste, le seul que je vous recommande vraiment, parce qu'en fait c'est juste un book club et c'est pour papoter avec vous, quoi, c'est Black Leopard, Red Wolf de Marlon James. Maintenant. Marlon James, faut savoir que c'est un écrivain jamaïcain qui écrit... je peux même pas vous dire que c'est afro-caribéen fantastique. Pour moi, ce qu'il écrit, c'est surréaliste. C'est un trip. C'est un trip. J'avais déjà lu un autre bouquin qui s'appelle Something Something. Si je retrouve, je vous le dis. Et genre, vous voyez Ozeba. Vous voyez le clip de Ozeba où il y a les masques qui se une succession de masques comme ça et t'es là, t'as l'impression de courir dans la forêt, d'être perdu dans les bois. Voilà. En fait, quand je lis Marlon James, j'ai l'impression d'être prise dans un autre univers et d'être dans un trip. Même la manière dont c'est écrit, il y a très peu de points, il y a très peu de virgules. Littéralement, enfin, ce qui est ouf, c'est que... Vous voyez quand on écrit et que on essaye de décrire de manière la plus vivace possible, la plus vivante possible, ce qui se passe quand il y a des actions. Et soudain, il sortit un couteau. Et là, nanananini, la lame qui se reflétait dans la lumière de la lune, nanana, ce genre de choses. Marlon James, il fait pas ça. Et là, ce gars, il m'a pris la tête. Je lui ai arraché son cerveau. Voilà, il y avait du cervelas dans mes mains, mais c'est pas grave, j'avance. Ensuite, celui-ci, et il dit et. Il y a vraiment une succession de... C'est-à-dire que sur une page, il peut se passer... On peut avoir quelqu'un qui traverse 3 pays différents, qui rencontre 10 000 personnes, qui dort et qui se lève et qui mange, et entre-temps, il couche avec quelqu'un. Enfin, je rigole pas, hein, c'est littéralement écrit comme ça. Et du coup, c'est ouf. C'est ouf. Et c'est écrit de manière... presque écrit comme une fable, mais sur 1000 pages. C'est ouf. Genre, il y a un passage du bouquin où il dit... Et j'arrive... Enfin, où il parle de... Le personnage principal, il s'appelle Tracker, dans ce bouquin. Il arrive... Et il dit, et j'ai vu la femme près du lac. Et quand je l'ai vue, c'était une petite fille. Et puis là, c'est une vieille femme. Et puis quand je suis revenu 3 lunes plus tard, c'était une petite fille. Et elle est retournée. Et le monde est devenu jour. Et le jour est devenu nuit. Et la nuit est devenue nain. Et les soleils sont devenus... Waouh! Genre, tu lis le truc et t'as le cerveau dans tous les sens. Et moi, quand je lis, c'est ça que je veux ressentir, en fait. C'est... Je veux pas juste aller à la rencontre du personnage, je veux aller à la rencontre de l'univers, je veux me perdre en fait dans complètement autre chose qui est différent de mon quotidien. J'ai vraiment envie d'avoir l'impression que l'auteur en fait il est dans une autre dimension, pas juste en termes de... Là c'est bien sûr c'est afro-caribéen surréaliste, donc forcément c'est un délire particulier, mais même pour les trucs tranches de vie, j'ai quand même envie d'être dans l'univers. Quand je disais Pépé la boulange, je rigole. J'étais à Belle-Île-en-Mer. J'étais sur la presqu'île de Quiberon, quoi. Enfin, voilà, en fait. J'ai pas envie de lire que vas-y, you're the office hoe et people are having sex with you et il t'appelle le N-word, quoi. Avec la tilde, la nigga. Voilà. Genre, avec la tilde sur le N, quoi. Non, mais n'importe quoi. Enfin,
Whatever. Bref, donc le seul bouquin que je vous recommande vraiment, c'est Black Leopard, Red Wolf, si vous êtes un peu dans le délire surréaliste, afro-fantastique et ce genre de choses. Si c'est pas votre délire, bah forcément, Wake Me Up When I'm Gone, ça reste un bon bouquin, je vais pas vous mentir. Mais ça fait très, voilà, ça fait très fable rurale dans un village africain. C'est très sympathique, mais c'est pas aussi majestueux que Half of a Yellow Sun. Half of a Yellow Sun. Ouais. Donc la moitié du soleil, l'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc voilà. Merci d'être venu à ce book club. Dites-moi si vous avez des recommandations de bouquins, même si je prendrai plus de recommandations vu la déception que j'ai eue là avec Luster. Et pour ceux qui veulent me suivre un peu plus loin, je vous mettrai mon podcast sur Luster où je crache toute ma haine dedans parce que voilà. Voilà, passez une excellente journée. N'hésitez pas à m'envoyer des mails. lorenradio podcast@gmail.com. Bisous. C'est moi. J'ai oublié de dire un truc très important. Il y a aussi beaucoup d'autrices en ligne qui écrivent des bouquins de romance où il y a des choses aussi qui se passent, des affaires de nuit comme on dit, et où j'ai pas l'impression que c'est raciste en fait. Donc je vous invite à découvrir ces autrices. Je vous mettrai ça en note de podcast. Et c'est un peu comme ce que je vous disais sur aller à la rencontre vraiment intense de la littérature qui nous plaît à nous, même si ça demande un peu plus d'effort que juste aller à la bibliothèque ou aller à la FNAC et prendre un bouquin parce que c'est la littérature noire, quoi.